Cette vidéo fait suite à la vidéo d'introduction partie 1 et à l'introduction méthodologique qui questionne les regards qui vont nous permettre de réfléchir sur ce qui caractérise l'être humain. Cette vue présente les différentes approches ou regards portés qui ont été détaillés dans l'introduction partie 1. Nous allons maintenant expérimenter le changement de regard par rapport à un terme et nous allons l'appliquer au mot culture. La culture peut être perçue comme un statut, la culture occidentale, la culture chinoise, la culture orientale. Elle peut aussi être perçue comme un processus en cours de développement ou comme un système. En B, on peut avoir une logique d'opposition binaire entre les cultures, entre les statuts. La culture chrétienne ou judéo-chrétienne ou occidentale s'opposant par exemple à la culture musulmane. Le troisième regard consiste à dire, mais cette culture, qu'est-ce qui en fait partie? Qui la possède et qui ne la possède pas? Qui est dedans, qui est dehors? Et enfin, quatrième regard, qui combiné à une approche binaire ou arborescente, à l'inclusion ou à l'externalisation, au statut, consiste à opposer des cultures. Le regard complètement symétrique, plus systémique, consiste à considérer la culture comme une ressource qui fait système en interdépendance entre différentes micro-cultures qui vont faire ce système avec une approche multipolaire, matricielle, en sachant que les frontières entre les cultures ne sont pas étanches et qu'il y a des interpénétrations. Le dedans et le dehors ne peuvent pas être bien finis. Et enfin, on va considérer que les ressources culturelles sont par essence des germes dans les autres cultures et que nous sommes complètement dans un contexte de dynamique de construction permanente, différenciation, regroupement, interaction entre les différents systèmes de culture, à quelque échelle que ce soit, aussi bien à l'intérieur d'une culture dite par exemple occidentale ou entre des cultures occidentales, orientales, etc. Donc nous voyons que nous pouvons passer du statut au système avec un intermédiaire, le processus, que nous pouvons passer d'une logique binaire ou arborescente à une logique matricielle, que nous pouvons passer à des frontières fermées, étanches, à des frontières beaucoup plus poreuses, où les zones sont en interpénétration, et que nous pouvons passer d'une logique d'opposition, d'apposition ou d'hybridation. Et cela change tout dans notre perception de ce qui va caractériser notre regard sur les choix, les opinions, les hypothèses, les constructions mentales que nous pouvons élaborer à propos de n'importe quel élément de discussion. Dans cette vue, je vais essayer de construire un regard systémique en cherchant les invariants organisationnels de fonctionnement entre différents niveaux de complexité organisationnelle, en partant du plus bas, le cerveau, que je peux synthétiquement condenser en 4 grandes fonctions, qui sont le cognitif, le relationnel, le corporel et puis l'affectif. Au niveau de l'individu, percevoir l'individu comme multipolaire, la personne qui décide, l'acteur qui joue ses rôles,
le sujet historique qu'il a constitué et construit jusqu'à aujourd'hui, et la personne méta qui est capable de se percevoir justement dans ces différentes instances. Au niveau supérieur, ça sera l'équipe, ça sera la famille, ça sera le, le groupe social dans lequel la personne intervient avec un acteur 1, un acteur 2, un acteur 3, un acteur 4. Et puis au niveau de l'entreprise, par exemple, si on reste dans le domaine de l'entreprise, eh bien, il va y avoir le marketing, la recherche et le développement, la production, et puis les supports logistiques. Et puis au-dessus, eh bien, on aura les donneurs d'ordre, les entreprises et les fournisseurs. Et si on partait dans une direction plus gouvernementale, eh bien on aurait à la place de l'équipe, on aurait le village, le quartier, ensuite on aurait la région ou le département, et puis ensuite l'État ou l'Europe. Enfin bref, on a tous les différents niveaux de complexité qui permettent de, par exemple, discuter et modéliser la façon dont une structure multipolaire, quel que soit son niveau, décide. Y a-t-il un invariant en termes de processus ou de système décisionnel? Et donc, effectivement, les petits cercles représentent les interactions que l'on peut avoir à modéliser dans ces différentes échelles de complexité organisationnelle. Ici, je présente un regard matriciel, multipolaire, concernant la relation, les interactions qu'il y a entre la biosphère, la psychosphère et la sociosphère, et enfin la noosphère, la sphère des idées, la sphère des affects, la partie tangible de la matière et des humains, et puis la sociosphère, la sphère relationnelle. Ce quadripôle, vous verrez que j'utilise beaucoup de quadripôles car les quatre pôles plus les interactions qu'il y a entre ces pôles donnent une bonne échelle de condensation de la complexité sans être réductionniste jusqu'à traiter de la dualité. Donc c'est le modèle aujourd'hui que j'utilise le plus fréquemment. Et ce modèle-là, par exemple, existe au sein d'une communauté, au sein de la planète, ou dans la tête, dans le cerveau d'une personne. La noosphère, c'est l'ensemble des idées qu'il peut y avoir, qui existent, qui ont été créées, qui ont été stockées, transmises dans l'ensemble des communautés humaines, dans la civilisation occidentale, dans une partie beaucoup plus locale, comme dans la démarche scientifique, ou dans un système de croyances. Voilà. Il y a différentes tailles ou volumes de données. Il en est de même pour les autres sphères. Et pour le cerveau humain, eh bien, il y a une noosphère, un ensemble d'idées, de pensées qui ont été travaillées, traitées, mémorisées. Et l'on peut dire que dans le cerveau, le volume de cette noosphère fait partie de nos fonctions cérébrales, nourrit nos fonctions cérébrales, et seulement la surface de cette sphère est l'ensemble des idées dont nous avons conscience à un instant donné de leur existence. Voilà pour cette représentation multipolaire. Ces préliminaires portant sur le regard nous permettent d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les similarités, les spécificités et les singularités humaines? Alors donc les quatre questions de départ, je les remets ici dans le premier cadre. Dans le monde vivant et l'évolution des espèces, qu'est-ce qui fait spécificité, singularité, continuité de l'être vivant? Durant sa croissance, l'être humain développe ses facultés. Est-il toujours le même humain? Accroît-il son humanité? Et qu'est-ce qu'on entend par cette humanité?
entre les communautés humaines, sommes-nous tous humains avec quel type de spécificité, de similarité et de singularité? Et puis entre les individus d'une communauté, il y a beaucoup de spécificités et de singularités. Au niveau inférieur, dans le fonctionnement du cerveau, nous pouvons évoquer les fonctions cérébrales biologiques. Qu'est-ce qui fait leur spécificité, leur singularité humaine? Les fonctions cérébrales supérieures, ce qui relève de la normalité pour un être humain, des pathologies et des déviances. Les compétences singulières en termes d'approche scientifique, de pratique des arts, du décider, de la gouvernance et des politiques, à quelque échelle que ce soit, du système de croyances, des religions, et puis des démarches de spiritualité. Et donc, toujours en posture méta, se questionner sur l'usage des regards, le choix des regards que l'on porte pour réfléchir à ces questions sur l'être humain. Je vais préciser ici quelques éléments de vocabulaire. La conscience, qui est une spécificité, croyons-nous, de l'être humain par rapport aux autres animaux qui sont proches. Comment nous représentons-nous cette conscience? Quel modèle mental nous portons sur ce phénomène? Est-ce que c'est une scène de théâtre, une forme de trapèze, comme le proposait De Haene, où la scène est très étroite et où notre attention nous met en évidence un ou deux personnages, nos états de conscience. Alors que plus loin, par un travail de focalisation successive, nous pouvons déplacer nos états de conscience avec devant ce théâtre aucun public, car ce sont les fonctions cérébrales qui génèrent ces états de conscience. Est-ce qu'il y a un système de supervision centrale ou décentralisé, car multipolaire et interaction, qui vont faire émerger ces états de conscience? Comment chacun de nous se représente cette fonctionnalité cérébrale qui est l'état de conscience? La métacognition, cette capacité à réfléchir sur la façon dont on réfléchit, à faire travailler notre regard d'une façon critique sur les différents rôles, sur les différents états que nous sommes. Le conscient et le non-conscient. On sait que le conscient est très très petit comme volume par rapport à tout ce que traite le cerveau. Tout à l'heure, je vous ai représenté dans une sphère comme la noosphère que le non-conscient était le volume de cette sphère et la partie consciente simplement la surface, un miroir, une mémoire du moment, de l'instant. Et on peut en parler autant au niveau des idées, du cognitif, que des sentiments, des affects ou des émotions, ou de notre relation aux autres. Je sais que je sais, mais je ne sais pas le dire. Je sais que je sais, et j'en suis conscient. Je ne sais pas que je sais, etc., etc. Savoir repérer et changer sa stratégie de pensée, détecter les erreurs, pratiquer une introspection, donc une intelligence intrapersonnelle et une intelligence interpersonnelle que l'on peut traiter ou nommer de l'empathie, l'empathie cognitive. J'essaie de penser comment il pense, pensée affective, comment il ressent ce qu'il ressent, empathie émotionnelle, est-ce que je suis dans un état émotionnel qui me permet de comprendre l'état émotionnel dans lequel il est, ainsi de suite. Bien entendu, la relation à l'autre,
quelle est la conscience que j'ai de l'image que je produis sur l'autre et quelle conscience j'ai que ce que je vois de l'autre n'est que son image. Donc la conscience, pour moi, c'est un processus particulier ou le résultat d'un processus particulier de mémorisation. Un point important, ce sont les mêmes zones de cerveau qui élaborent les souvenirs ou produisent des objets imaginés, ce que j'appelle moi la mémoire du futur. Nous voilà maintenant plongés au cœur du niveau de complexité biologique, des fonctions cervicales biologiques, la capacité de chaque cellule à se dupliquer, puis à produire le neurone, le neurone qui est une cellule qui, elle, ne se duplique pas, qui va migrer pour aller trouver sa place dans le cerveau et se développer ses connexions. Globalement, le cerveau a une capacité intracellulaire ou extracellulaire, nous ne savons pas, à se construire, à s'autoconstruire en termes de support biologique. Une intelligence génétique, épigénétique, nous permet à la naissance d'être en potentialité d'interagir avec l'environnement. Et l'acquis est une tension multiplicative, hybridation entre l'inné et l'environnement, qui peut se construire dans un état de confiance, de bienveillance, dans le cadre d'une communication positive, ou alors dans la peur, dans le stress, dans les émotions négatives. C'est ce que je passe par exemple avec tous ces enfants qui vivent dans les pays qui sont en guerre au Proche-Orient. Quelle construction peuvent-ils avoir dans leur devenir humain à partir de l'environnement dans lequel ils vivent? Donc ce potentiel génétique initial, par domaine d'apprentissage, ils sont tellement nombreux, va d'abord se concrétiser par l'interaction avec l'environnement qui va, par plasticité cérébrale, modifier, adapter, condenser, optimiser le cerveau biologique. Puis, dans un deuxième temps, et plus progressivement, adapter les circuits par recyclage neuronal. Et enfin, pour quelques zones très spécifiques, avoir de nouveaux neurones qui viendront remplacer ou développer certaines glandes, certaines parties très limitées, en nombre très limité, du fonctionnement du cerveau. J'ai listé ici quelques spécificités et singularités sur lesquelles il serait intéressant de nous questionner à différents niveaux de complexité, depuis le biologique, puis au fonctionnement cérébral supérieur, là, qui va prendre les dimensions de l'intelligence, de l'apprentissage, l'adaptation, la sensibilité, les sentiments, les affects, notre capacité à délocaliser notre intelligence, à utiliser des prothèses. Au niveau individu, donc plus grand, notre relation en tant que personne dans l'instant présent, capable de décider, de gérer son temps, d'œuvrer entre gratuité et système marchand, les différents acteurs que nous sommes, de parents, disons, relationnels, dans une association, dans notre métier, de sujets historiques, être et prendre en compte l'ensemble des relations de notre histoire, de ce qui nous a construit, de nos héritages. Et puis donc cette personne méta capable de voir tout ceci de manière, disons, à la fois un ensemble et en discernant ces différentes facettes. Alors, il y a aussi la dimension des croyances, des convictions, des arts, des stratégies, de la spiritualité.
Et puis, donc, la singularisation qu'on peut avoir au niveau du pouvoir d'agir, suivant nos héritages, suivant le contexte dans lequel nous évoluons. Puis après, au niveau sociétal, eh bien, j'ai déjà évoqué la noosphère, la sociosphère, les systèmes de gouvernance, par exemple, pour une communauté donnée. Au niveau cérébral supérieur, dans le cadre, par exemple, de la réflexion sur l'intelligence, les capacités d'apprentissage et d'adaptation, nous avons tout le domaine de la connaissance et de notre capacité à penser, et puis il y a tout le domaine de notre pouvoir d'agir dans le monde, les apprentissages qui vont de la collecte de savoir aux techniques de résolution de problèmes et aux techniques de survie, de franchissement des étapes douloureuses comme le deuil ou la séparation, et bien d'autres. Et puis, il y a toute la capacité à penser l'intelligence en termes d'œuvres collectives, de travail collectif et de délocalisation partielle qui permettent de renforcer ce travail collectif ou au contraire peut-être de le réduire. Et puis en fait, il y a aussi la notion d'évaluation de la normalité des anomalies. Qu'est-ce qu'un QI supérieur à 130? Est-il encore humain? Est-ce qu'un QI inférieur à 70 est-il encore un humain? Est-ce qu'un autiste, un Asperger, euh, est-il un humain à part entière comme les autres? Est-il simplement d'une autre logique ou culture que celui qui n'est pas autiste? La trisomie, les cultures indigènes, etc. Qu'est-ce qui fait la singularité de notre état d'humain? C'est probablement le fait que nous sommes dans des processus d'individuation de plus en plus grands et performants. Et probablement c'est l'un des critères qui nous permet d'une part de rendre humains nos relations à tous ceux qui sont différents de nous. Et là j'ai donné quelques exemples. Dans cette vue, je précise un petit peu pour une réflexion plus approfondie, mais je ne vais pas aller plus loin ici, sur la question des surdoués. Et je vous propose un livre, un tout petit livre, sur comment les adultes surdoués s'intègrent dans notre société, souffrent de leur capacité ou au contraire en profitent. Il y a aussi un autre point sur lequel il me paraît intéressant de travailler aujourd'hui, dans notre capacité mimétique à transformer nos enfants dans la façon dont nous vivons et qui a conduit ces derniers temps à générer chez les jeunes et les très très jeunes l'hyperactivité, ou encore la technogénèse telle que nous l'a présentée Catherine Hale, comment lire et penser en milieu numérique, en quoi cela transforme notre cerveau. Et puis donc sur l'autisme, eh bien effectivement, il y a des ségrégations, des rejets qui ne sont plus d'actualité dans une société humaine. Et nous voyons par exemple certains autistes très bien fonctionner dans des métiers à haute valeur ajoutée, dans le numérique en particulier. Ici, nous voyons dans une approche synthétique et quadripolaire les interactions et les interdépendances entre chaque niveau et aussi à l'intérieur de chaque niveau entre quatre facteurs pris en compte. Niveau 1, celui du cerveau au plan biologique. D'un côté, la mémoire et les états de conscience. Un autre pôle qui est le pôle attentionnel, le pôle cognition et enfin le pôle des affects et des circuits de la récompense par exemple. Au niveau 2, celui de l'individu au plan informationnel, qui peut être le cerveau au niveau supérieur, le relationnel, le cognitif, l'affectif et l'émotionnel, avec ces sphères qui sont non conscientes et pour chacune de ces pôles
nous pouvons avoir des états de conscience qui nous apportent des éléments peut-être plus subjectifs, plus simples, plus réducteurs. Au niveau 3, celui de l'être humain au plan psychosocial, eh bien, l'être humain décideur de sa vie, acteur multipolaire, sujet historique et en devenir, puis métapenseur de lui-même. Et enfin, au niveau de l'être humain dans sa relation aux autres, les stratégies de régulation, de gestion de crise, des stratégies d'amélioration et enfin des stratégies d'innovation, de rupture. Ceci est pensé dans le cadre d'un nouvel imaginaire, c'est l'imaginaire du management de soi et de sa relation aux autres, et celui dissocié des processus de décision qui sont d'ordre collectif, quel que soit le niveau où l'on se place, du niveau 1 au niveau 4. Dans cette planche, nous allons approfondir le niveau 2 avec ces 4 sphères du cognitif, de l'affectif, du corporel et des émotions, et puis du relationnel. Et nous voyons que dans chacune de ces sphères, il y a des parties pour lesquelles le sujet, la personne peut être consciente. Le sujet sait élaborer des connaissances, mais sans savoir comment. Le sujet sait, mais ne veut pas savoir dans l'affectif. Le sujet ne sait pas qu'il sait dans le corporel, dans l'émotion. Ou le sujet élabore des relations, mais sans savoir les liens et les images qu'il crée chez les autres. Donc nous avons aussi un autre regard qui est la résilience cognitive, la résilience affective et le refoulement qui gravitent autour de ce que moi j'appelle l'inconscient freudien. Et puis il y a la résistance neuronale, le courant biologique et l'empathie et l'attachement biologique pour la sphère émotionnelle. Et enfin la résilience sociale et le travail sur l'image. Par rapport à un livre de Boris Cyrulnik, le sujet sait mais ne veut pas savoir. Le sujet ne sait pas qu'il sait. Boris Cyrulnik avait une approche très duale entre d'un côté l'inconscient freudien et d'autre part l'inconscient cognitif. Ce livre, c'est De chair et d'âme. À partir de ces premiers éléments de modélisation, je peux proposer maintenant ce que je pourrais appeler une stratégie ou des stratégies éducatives et surtout qui caractérise le fait que l'individu, pour moi, ne n'est pas humain, il le devient pour le meilleur comme pour le pire. Et si nous regardons ces différentes courbes qui sont en train de monter de la gauche vers la droite, nous partons d'une potentialité animale innée de l'individu à sa naissance et petit à petit, nous pouvons acquérir un plus d'humanité. Alors par exemple, nous partons d'une logique de violence et de comportement de violence et d'agressivité, de pensée duale, croyances, opinions, de plaisir primaire, d'émotions non contrôlées, pour arriver ou accéder à une bienveillance et une agressivité adaptées à des pensées scientifiques complexes, l'esprit critique, le bonheur, la joie de vivre, la sérénité, puis la maîtrise de soi et l'acquisition de positions justes. Le cycle de vie de l'éducation et des apprentissages prend donc des années, et peut-être n'est jamais fini. Et si nous regardons les courbes du bas, eh bien nous retrouvons les 4 grands pôles que j'avais évoqués juste avant, là, les émotions, les affects, la cognition et les relations aux autres. Et nous pouvons imaginer au-dessus 2 autres courbes qui sont des postures méta d'une part et la présence attentive à ce qui est, présence attentive et attentionnée, qui est une capacité à développer à partir de cette posture méta ce que personnellement j'appelle une spiritualité.
Et cette spiritualité s'appuie sur un système de valeurs. Et le mien est composé de 4 grands modules, toujours dans une approche quadripolaire, celle de l'esthétique, qui distingue du beau et du laid, de la morale, qui distingue du bien et du mal, de la justice, qui euh, participe à l'équilibre entre le juste et l'injuste, et enfin de l'éthique de la joie de vivre, qui, qui oppose effectivement la joie de vivre à la souffrance, en sachant que ces 4 pôles sont en interaction et en fonction du contexte, basculent du plus vers le moins ou du moins vers le plus. Et ce sont les postures méta qui nous permettent de développer notre humanité grâce à une présence attentive à ce qui est et à ce que nous voulons advenir. Je reprends ici au niveau 3 ma perception de l'être humain quadripolaire, décideur de sa vie, acteur multipolaire, sujet historique et en devenir, métapenseur de lui-même et des autres. Ce quadripole, je l'ai décliné en 4 fois 4 sous-quadripoles et ensuite encore en 4 fois, ce qui fait 64 questions essentielles qui permet de piloter son devenir, et ceci est écrit, développé et présenté, partagé dans un ouvrage qui j'ai nommé Le cerveau multipolaire, écrit en 2012 et qui constitue aussi ce que j'ai nommé par ailleurs un passeport citoyen. Ce sont ces fameuses 64 questions dont les architectures initiales sont faites de manière quelque peu arbitraire, qui sont les pôles qui pour moi sont les plus représentatifs de ma façon de penser. Il est évident que chacun peut avoir d'autres approches. L'important c'est de discerner de plus en plus finement. Et je n'irai pas plus loin, vous avez de la documentation disponible sur ce thème. Je vous laisse découvrir ici quelques facettes de cette perception quadripolaire de l'individu en tant que personne, d'acteur social, sujet en devenir, personne réflexive, posture méta. Chacun de ces pôles du tétraèdre est un regard porté sur le tout de l'individu qui reste indissociable. À tour de rôle, chaque pôle devient dominant, tirant les 3 autres pôles vers le haut ou vers le bas. J'ai représenté ici un sous-pôle de la personne dans sa singularité. Donc le sous-pôle est constitué du rapport au temps, du rapport à la gratuité, de la façon de décider et de s'adapter. Le rapport au temps, à l'urgence, à la complexité d'abondance et d'incertitude. Le rapport à la gratuité, au monde marchand, vendeur ou acheteur, avec les gains différés et les circuits de la récompense. La capacité d'adaptation individuelle et collective face aux transformations individuelles et sociétales. Et enfin, la capacité de décider individuellement et en collectif dans l'acceptation de ce qui est et de l'engagement d'agir. Et toutes ces 4 sphères sont en interaction positive et négative, mais aussi en interaction positive et négative avec les autres sous-sphères des autres 3 grands pôles de la personne en tant qu'individu, être humain. Je vous laisse découvrir dans cette vue une représentation colorée de la singularité multipolaire et multicolore de chacun des 4 grands pôles, la personne, l'acteur social, le sujet en devenir et la posture méta. Alors nous pouvons retrouver ici quelques facteurs discriminants entre les singularités de chaque individu, la sexualité, la morphologie, la culture ou la religion,
des facteurs psychosociologiques, puis des facteurs moins discriminants comme les profils psychiques de dominant, dominant-dominé ou de dominé, les tests psychologiques tels le MBTI ou les profils communicationnels et les quatre postures avec et sans stress que sont mes propres outils d'évaluation et de tests que j'ai utilisés dans mon métier de consultant. Voici maintenant des facteurs non discriminants qui sont justement ces approches multipolaires, multicolores, perception dynamique de la posture de chaque personne et le questionnement essentiel sur la cohérence entre le dire et le faire, qui est la probité. Nous arrivons maintenant au quadripôle des communautés humaines. Problématiques sociétales, forces politiques et stratégies d'adaptation, croyances, convictions et pouvoir d'agir, et enfin gouvernance contextuelle. Je vais vous présenter une cartographie de ma représentation du monde, des problématiques que je vous laisse découvrir. Et ici, on trouve dans chacun des grands pôles de la société les grands carrés qui sont les majorités silencieuses, soumises et suiveuses, des personnes en confort avec une spiritualité ouverte. En vert, ce sont les personnes en confort avec des spiritualités confessionnelles révélées, en désaccord ou en ambivalence avec le principe de laïcité républicain. En fait, il y a aussi donc les personnes en situation de survie urbaine ou en abandon rural, toute spiritualité confondue. Et puis il y a les personnes en situation de mort sociale, urbaine ou en désespérance de futur. Actuellement, nous avons à peu près 2 millions de jeunes entre 15 et 30 ans, je crois, qui sont ni en situation d'emploi, ni en situation de scolarité, ni en situation de, disons, d'apprentissage à vivre ensemble. Et parmi ces jeunes, il y a entre les 15 et 19 ans, je crois, 18 ans, 19 ans, non, oui, 15 et 18 ans, des jeunes qui sont en même temps, là il y en a 130 000 à peu près, qui sont sortis du giron familial, qui sont donc complètement à l'abandon. Et nous arrivons maintenant sur un quadripôle de gouvernance. Ce quadripôle de gouvernance que j'ai beaucoup utilisé dans le cadre de mes activités de conseil, aussi bien pour l'accompagnement des personnes que des entreprises. Donc 4 pôles qui sont le management de régulation qui définit de manière aussi démocratique que possible euh, la gestion des entrées et des sorties, la maîtrise de la structure, les règles et la déontologie de fonctionnement. Ensuite, il y a le management participatif qui est un travail d'amélioration continue ou de stratégies qui sont discutées à différents niveaux des strates de l'entreprise, par exemple. Et puis, de l'autre côté, le management directif en situation de crise. Et dans cette représentation, en fait, il y a un triangle, management de régulation, management directif et management participatif, qui peut se décliner à un étage d'organisation inférieure en management autonome. Donc là, je suis dans une représentation triangulaire et non pas un quadripôle. Mais on peut séparer le management directif du management de l'innovation et des stratégies de rupture. Et alors là, nous retrouvons donc quatre pôles en interaction, en sachant que le management des innovations, qu'elles soient en termes de produits, mais bien entendu surtout en termes organisationnels, sont des
management extrêmement difficile à mettre en œuvre puisqu'il combine en fait les trois autres sphères de gestion de crise, d'accompagnement au changement, de management participatif et de management de régulation. Nous allons donc conclure cette présentation par ce petit texte que je vous laisse découvrir en vous remerciant de votre attention. Nous allons maintenant partager nos représentations mentales en respectant 4 séquences de questionnement sur les questions suivantes que je vous laisse relire.